Bonjour et bienvenue aux participants qui nous ont déjà rejoints. Je suis Aurélie Godec, je fais partie de la société Precisely. Nous étions la société Thinksoft jusqu'au 14 mai et nous avons changé de nom. Aujourd'hui, on va parler d'authentification multifacteur et je serai accompagnée de Myriam Desjouet de la société Easy. Myriam, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, bonjour, Myriam Desjouet. Donc, je suis sales spécialiste au sein du groupe Easy. J'ai en charge plus précisément le développement des offres cloud et infogérance autour des plateformes IBM Power et la responsabilité des offres de services IBMI. Donc, j'ai une forte culture IBMI puisque j'ai œuvré quasi toute ma carrière sur la plateforme. Donc, c'est un environnement que j'affectionne beaucoup. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler donc, de Thinksoft qui est devenu Precisely juste en introduction. Myriam va présenter le groupe Easy, une introduction sur la sécurité IBMI, les enjeux et problématiques, par où commencer. Et ensuite, je vous parlerai de la solution Assure Multifactor Authentication. Alors, un mot sur la société Precisely. Thinksoft, en fait, a fusionné avec la partie logicielle de Pitney Bowes depuis décembre. Grâce à ça, nous sommes maintenant le leader mondial de l'intégrité des données. Donc, on a à la fois des logiciels d'intégrité de données et des produits d'enrichissement de données, ce qui nous permet d'offrir précision et cohérence afin que vous puissiez prendre des décisions business en toute confiance. Dans le monde, ça représente 12 000 clients, 90 parmi les Fortune 100, plus de 100 pays différents et enfin 2000 employés. Et ensuite, sur la droite, vous avez quelques-unes de nos références clients ainsi que les partenaires technologiques avec lesquels nous travaillons au travers de nos différents produits. Alors, le groupe Easy est un cloud provider qui délivre des solutions de cloud et d'infogérance assez classiques, mais qui dispose également de solutions de cloud et de services managés spécifiques sur certains workloads, comme SAP, Oracle et l'IBMI. Groupe Easy est implanté à Nanterre, où se trouve notre siège social, et se trouve également notre centre de service. Et nous sommes également implantés à Nantes, à Toulouse et à Lyon. Groupe Easy, en quelques chiffres, c'est 120 collaborateurs donc répartis sur tout le territoire national, 450 clients infogérés on-premise et plus de 3000 assets supervisés pour un chiffre d'affaires 2019 de 30 millions d'euros. Alors, la vocation de Groupe Easy, c'est d'accompagner ses clients dans leur transformation et en particulier dans la prise en charge des socles technologiques hétérogènes à travers des projets de consolidation, de sécurisation et d'externalisation, que ce soit sur le cloud privé Easy, le cloud public ou des environnements multi-cloud. L'offre Easy Power, c'est notre offre spécifique de cloud sécurisé et infogéré 24/7 pour la plateforme IBMI. Et notre métier d'infogéreur nous confronte quotidiennement aux problématiques de sécurité, en particulier dans les environnements IBMI. Et c'est cette expérience que nous partageons aujourd'hui avec Precisely. Alors, en introduction, est-il nécessaire de le rappeler, la sécurité est nativement une fonctionnalité forte de l'IBMI. Je crois que je ne vais rien vous apprendre, c'est l'une des caractéristiques qui fait le succès du serveur depuis 30 ans. Intégré depuis l'origine du serveur à son système d'exploitation, la sécurité comporte de multiples options qui permettent de sécuriser le système, parfois de manière fine, que ce soit à travers la définition du niveau de sécurité, des valeurs système, des profils utilisateurs et des profils de groupe, de la gestion des droits, du journal d'audit, etc., etc. La sécurité est bien une caractéristique forte de l'IBMI, mais pourtant, aujourd'hui, ce n'est parfois plus suffisant. Alors, ce n'est plus complètement suffisant pour répondre aux nouveaux enjeux et problématiques que rencontrent les entreprises. On observe une forte progression des projets liés à la sécurité depuis quelques années chez nos clients IBMI également. Plusieurs raisons à cela.
La première, certainement liée aux contraintes réglementaires, en particulier à la RGPD. Globalement, les réglementations obligent les entreprises à d'abord se poser des questions du niveau de sécurité de leur récit et de leur système, ensuite de prendre des mesures pour les améliorer et en assurer le suivi, et pour répondre aussi aux nouvelles contraintes d'audit. Beaucoup de nos clients aujourd'hui ont nécessité de faire du suivi autour de la sécurité des données, notamment dans le cadre d'audit. Donc le besoin essentiel qui découle de ces contraintes réglementaires, c'est pour nos clients de mieux maîtriser l'accès aux données, que ce soit pour les utilisateurs internes ou les utilisateurs externes. Historiquement, on a donné des droits élevés aux utilisateurs sur cette plateforme parce qu'on considérait bien souvent que le paramétrage des logiciels donnait suffisamment d'accès sécurisé aux environnements applicatifs. Et on avait parfois du paramétrage lié à ces logiciels qui donnaient des droits au sens système un peu élevés. Lorsqu'on réalise des audits de sécurité, par exemple, fréquemment, on relève des profils d'utilisateurs qui peuvent accéder à des données dont ils n'ont pas forcément nécessité dans le cadre de leur travail quotidien. C'est vrai pour les utilisateurs externes en particulier, ceux qui interviennent pour installer des logiciels ou des nouvelles fonctionnalités de l'OS. On donne en général des accès élevés pour réaliser les configurations, mais on oublie assez souvent de les supprimer après les opérations d'installation. Ça, c'est des choses qu'on rencontre fréquemment dans les audits. Et puis, le troisième élément important qui déclenche les projets de sécurité chez nos clients, c'est l'externalisation de tout ou partie du système d'information. On observe une forte croissance des projets d'infogérance depuis 3-4 ans parce que les offres sont arrivées à maturité, parce que les clients sont prêts à franchir le pas également, et ils ont plus d'exigences en termes de sécurité si les environnements sont gérés par un tiers ou à l'extérieur de l'entreprise. Et l'externalisation des systèmes implique une meilleure gestion de la sécurité. Alors, la sécurité au cœur du projet d'externalisation, c'est l'expérience que nous voulions partager aujourd'hui avec vous en préambule de la démonstration que fera Aurélie dans quelques minutes. En tant qu'infogéreur, on a pris en compte des besoins non pas nouveaux de sécurité, mais plus, on va dire, systématiques sur les projets que nous mettons en œuvre. Et on va observer en gros deux catégories de projets. On a des projets de type cloud privé. C'est typiquement le client qui souhaite externaliser sa production ou d'autres environnements IBMI. Et on va donc traiter le sujet de sécurité vraiment plus spécifique sur l'environnement IBMI. Donc, à travers des fonctions de sécurisation au niveau du PRA, de la sauvegarde. L'externalisation, c'est souvent pour les clients la possibilité d'accéder à des nouvelles technologies plus performantes, mais aussi plus sécurisées autour du PRA et de la sauvegarde. Donc, c'est aussi une meilleure maîtrise des configurations en termes de sécurité. Et bien souvent, ces projets commencent par une cartographie de l'existant qui nous permettent de mieux appréhender le niveau de sécurité que le client a sur son système que l'on va prendre en charge et infogérer, et donc d'optimiser des failles de sécurité éventuelles, d'aider le client à mettre en place une politique de sécurité, notamment au niveau de la sécurisation des flux. C'est vraiment un point très, comment dirais-je, très critique dans le cadre des projets d'externalisation, c'est de bien maîtriser tous les satellites, toutes les connexions qui sont autour de l'IBMI pour pouvoir sécuriser cette partie. Ensuite, la deuxième catégorie de projets que nous rencontrons, ce sont des projets d'externalisation globale, type multi-cloud, où là, on va avoir des assets qui peuvent être externalisés dans le cloud public, sur notre cloud privé, et parfois aussi d'ailleurs avec des systèmes qui restent on-premise chez les clients. Et là, on va avoir une approche plus globale de la sécurisation du système IBMI.
bien entendu, toujours dans une approche best practice, avec des nécessités de renforcer certaines options de sécurité, que ce soit sur l'accès au système ou aux données, avec parfois la mise en place de solutions un petit peu plus complexes. Je pense par exemple à l'encryption. Et puis, un niveau de reporting et de traçabilité important dans la gouvernance que l'on va avoir sur ce type de projet. Myriam, est-ce que cela signifie que dans un contexte de cloud hybride, la sécurité de l'IBMI doit être encore plus forte? Oui, tout à fait. Il est souvent plus complexe parce qu'en s'intégrant à une politique de sécurité plus globale, on a parfois à répondre à des besoins qui nécessitent de mettre en œuvre des technologies. Je parlais de l'encryption, par exemple. On a aussi des besoins par rapport à l'externalisation des sauvegardes sur un troisième site. Ça, c'est assez fréquent dans les projets multi-cloud. Et puis surtout, la nécessité de mettre en œuvre des solutions de monitoring et de reporting avancées pour répondre à des audits, à des exigences d'audit qui sont plus fortes que ce que l'on a en général dans un projet d'externalisation plus mono-plateforme, on va dire. Alors, si tu peux passer au slide suivant. Donc, notre rôle de prestataire de service, qui est aussi d'ailleurs votre rôle, vous qui nous écoutez en tant que responsable IT ou responsable du SI, c'est d'aligner une démarche projet avec les enjeux de sécurité. Cette démarche projet, en fait, elle va notamment répondre à différentes questions. La première, ça va être de se poser la question du pourquoi. Pourquoi sécuriser, pourquoi renforcer certaines options de sécurité. Et cela, ça va nous permettre de pouvoir définir les priorités dans l'approche projet. En général, quand on réfléchit à renforcer la sécurité, on veut protéger mieux les données, protéger l'accès au système, l'accès aux données et offrir des fonctionnalités plus avancées de traçabilité et de reporting. C'est aussi avoir une meilleure visibilité de toute l'activité du système, pas seulement sur les données, mais aussi sur des fonctionnalités plus générales d'administration, de configuration. Et puis, c'est évaluer aussi les risques de vulnérabilité. Et en fonction des besoins et des priorités que l'on aura identifiées, on va pouvoir ensuite aborder le second niveau qui va être le niveau du comment. Quelles solutions mettre en place pour répondre aux axes de renforcement de la sécurité. Alors, ça peut être de travailler sur l'authentification, les fonctionnalités de logging, les fonctionnalités de contrôle d'accès qui vont permettre de réduire les manipulations des données aux actions qui sont autorisées, assurer que les données soient toujours fiables, limiter les tentatives de destruction de données, par exemple. Et puis, c'est aussi évoluer vers d'autres fonctionnalités comme le cryptage, j'en ai déjà parlé, l'anonymisation et la gestion et contrôle des changements, parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des nouveaux niveaux de sécurisation, mais il faut aussi dans le temps pouvoir en assurer le contrôle et le suivi, et s'assurer par exemple qu'on ne lève pas les niveaux de sécurité toutes les 10 minutes pour élever les droits des utilisateurs, par exemple. Alors, par où commencer? Ce sera mon dernier sujet. Bien souvent, on commence par auditer et documenter. On pourra répondre aux besoins que si on connaît bien le niveau de sécurité existant de son système, donc auditer, voir les failles potentielles de l'existant. Mettre en place et adopter une politique de sécurité. Donc là aussi, dans notre rôle de prestataire de service, on accompagne nos clients dans leur nouvelle démarche de mise en œuvre de politique de sécurité. Et l'une des possibilités pour bien commencer, c'est en effet de renforcer la sécurité d'accès au système et pourquoi pas la sécurité des mots de passe. C'est ce que va nous présenter Aurélie maintenant. Merci Myriam. Alors, sur la gestion des mots de passe, en fait, l'IBMI offre
par définition un certain nombre de valeurs système. Donc, le niveau de sécurité de la machine, déjà, qui permet de rendre le mot de passe obligatoire quand on se connecte. Les valeurs système qui permettent de régler combien de tentatives de login on autorise à chaque utilisateur. Donc ça protège en fait contre les attaques par mot de passe éventuellement deviné ou bien par brute force. Le niveau de mot de passe qui va définir la force, en fait la solidité de ce mot de passe. Toutes les valeurs système QPWT, quelque chose à nouveau qui vont renforcer la sécurité des mots de passe. On peut éventuellement mettre en place du single sign-on avec EIM. Et enfin, du cryptage au travers des protocoles SSL ou TLS. Donc, tout cela permet d'assurer nativement la sécurité de base en fait, des mots de passe. Le problème, c'est qu'un mot de passe seul, c'est plutôt faible en termes de sécurité, puisque ça peut se voler, ça peut se deviner, il peut y avoir des attaques par brute force. Donc, on va avoir petit à petit la nécessité d'une couche supplémentaire de sécurité pour l'authentification des utilisateurs. Après, il y a la question posée par les mots de passe complexes. Si on rend les mots de passe trop compliqués, le risque, et ça existe réellement, c'est que les utilisateurs vont finir par les écrire sur un post-it qu'ils vont avoir sur leur portable ou sur leur portefeuille parce qu'ils n'arrivent pas à se rappeler d'un mot de passe qui est trop compliqué. Donc finalement, ça impose une gestion qui est plutôt complexe. Ça peut faire que les utilisateurs arrivent à désactiver leur profil, donc il faut les réactiver, puis rechanger le mot de passe, etc. Donc, un seul mot de passe, en fait, ça fait aussi que la sécurité, elle est tous vos œufs dans le même panier. Par ailleurs, les dernières recommandations, en fait, les dernières guidelines NIST recommandent de ne pas utiliser de mot de passe complexe pour ces raisons en fait, de complexité et de non-productivité. Donc, ce que va faire en fait l'authentification multifacteur, c'est qu'elle va permettre d'ajouter une couche de sécurité à la connexion. Donc, il y a deux termes en fait pour ça. Il y a l'authentification multifacteur ou l'authentification à deux facteurs. Et l'idée, c'est d'utiliser au moins deux éléments parmi les suivants. Donc, quelque chose que l'on connaît. Donc, ça peut être son profil en fait, son mot de passe, un code PIN, une réponse à une question de sécurité. Quelque chose que l'on possède, donc ça peut être son téléphone ou un jeton physique sur lequel on va avoir des numéros qui vont apparaître les uns après les autres. Et enfin, quelque chose que l'on est, ça peut être l'empreinte digitale, un scan de l'iris ou encore la reconnaissance vocale. Typiquement, on fait de l'authentification native de l'IBMI, elle utilise deux éléments du même facteur qui sont l'ID et le mot de passe. Donc, ce n'est pas une authentification à plusieurs facteurs. Ensuite, il y a deux façons de procéder, soit s'authentifier en plusieurs étapes ou en une seule étape. Si on est en plusieurs étapes, ça c'est le schéma que vous avez sur la gauche, on va présenter séparément deux étapes d'authentification successives. Par contre, ça veut dire que si l'authentification échoue, l'utilisateur saura quelle étape n'a pas marché. Donc typiquement, la première étape, ça va être l'écran classique, en fait, login mot de passe. Soit ça fonctionne et on passe à une seconde étape qui va être un numéro qu'on va recevoir par ailleurs, puis celui-là va être vérifié et enfin on sera logué. Par contre, si ça rate à user ID et password ou si ça rate au moment de l'entrée du passcode, on saura quelle est l'étape en fait qui manque et quelle est la valeur en fait qui n'a pas fonctionné. Si on arrive à s'authentifier en une seule étape, cette fois-ci on va présenter plusieurs facteurs d'authentification en même temps. Donc, ils vont tous devoir être validés, le profil, le mot de passe, le passcode. Si ça échoue, on ne pourra pas deviner lequel des trois n'a pas fonctionné correctement. Donc, ce type d'authentification en une seule étape, par exemple, est exigé par des réglementations telles que la réglementation PCI DSS. Ensuite, en parlant de réglementation, l'authentification multifacteur, elle commence à être exigée par un certain nombre de réglementations. Alors, PCI DSS, je viens d'en parler, une réglementation qui concerne pour l'instant l'État de New York uniquement, qui est la 23 NYCR 500, et d'autres comme GLBA ou SFIEC. Par ailleurs, elle n'est pas exigée d'authentification multifacteur, mais recommandée pour la conformité au RGPD ou à IPA ou à SOX et à d'autres. Enfin, c'est plutôt une bonne pratique de sécurité. Ça évite les problèmes liés au mot de passe faible, mais aussi liés au mot de passe complexe. Ensuite, si on parle d'options d'authentification, donc au-delà du facteur de base que l'utilisateur connaît, c'est-à-dire son user, son mot de passe, on va pouvoir avoir un autre facteur d'authentification qui peut être fourni au travers d'une application installée sur un smartphone
ou par email, ou par un appel téléphonique, ou par un SMS, un dispositif matériel, donc un jeton physique sur lequel apparaissent des numéros, et enfin un dispositif biométrique. Un mot sur les SMS, c'est considéré en fait comme n'étant pas si sécurisé que ça, donc au niveau des dernières recommandations, telles que celle du NIST, il conseille plutôt de restreindre cette authentification par SMS ou par la voix, parce que ça, c'est plus facile en fait à pirater. Enfin, on va s'appuyer sur des services d'authentification, donc ils vont générer les codes que l'on va livrer à l'utilisateur pour qu'il puisse authentifier. Donc, par exemple, ceux qui sont compatibles avec Radius, donc le RSA Secure ID, Entrust, Duo, etc. Tous ceux qui sont compatibles RFC 6238, donc comme le Microsoft Authenticator ou le Google Authenticator, ou encore d'autres comme Telesign. Ensuite, quand on s'intéresse à implémenter une solution multifacteur sur le BMI, on doit rechercher un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est la possibilité de s'intégrer directement dans l'écran de sign-on afin de pouvoir présenter en fait les trois facteurs, donc le login, le mot de passe et le passcode sur le même écran. La capacité à s'intégrer aux applications ou aux processus, c'est-à-dire pas seulement de pouvoir gérer l'authentification multifacteur au niveau du login, mais par exemple au niveau d'un appel de programme ou d'un accès à un fichier une fois qu'on est logué. Avoir la possibilité en fait d'avoir cette authentification multifacteur, mais dans le cadre du budget qui vous correspond, être certifié par un organisme de normalisation et avoir des règles qui permettent d'invoquer en fait l'authentification multifacteur sur des situations, des critères d'utilisation spécifiques. Ça peut être par profil de groupe, par autorité spéciale, par adresse IP, par DATR, etc. Et enfin, avoir cette politique d'authentification qui s'intègre en fait avec les autres éléments de la sécurisation BMI, tels que le contrôle d'accès ou la capacité de gestion des autorités élevées. Donc là où PlusID peut vous aider, en fait, nous avons édité depuis l'année dernière une suite complète de sécurité qui s'appelle Assure Security, qui est composée en fait de plusieurs fonctions et de plusieurs packages. L'authentification multifacteur, en fait, elle fait partie du contrôle d'accès à côté d'autres produits qui permettent de contrôler les accès en tant que tels, de gérer par exemple l'élévation des autorités des profils. Et cette suite, en fait, s'articule de telle manière que l'on peut tout à fait avoir besoin uniquement de l'authentification multifacteur ou de tout un package comme le contrôle d'accès ou encore le monitoring de la compliance. Donc, c'est là qu'on va trouver notamment le reporting ou encore Data Privacy qui va là assurer le cryptage, soit des données sur place sur la machine de production, soit le cryptage lors de transfert de fichiers. Et enfin, dans la suite, on a la possibilité aussi de faire du Security Risk Assessment, donc ce dont parlait Myriam tout à l'heure. Donc, pour parler un peu plus en détail du produit, cette fois-ci, là, on propose en fait de lancer l'authentification multifacteur soit à partir de l'écran de sign-on, soit à la demande et ou à la demande. On propose l'authentification en une ou deux étapes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment intégrer les trois facteurs en fait à l'écran de sign-on, ou alors avoir d'abord le premier écran de sign-on classique, en fait, user mot de passe, puis demander de saisir le passcode. On prend en charge plusieurs authenticateurs. On peut aussi laisser les utilisateurs réactiver leur profil eux-mêmes et modifier leur mot de passe. Et on soutient le principe des 4 yeux. Alors, c'est une traduction littérale de l'anglais qui n'est pas très très jolie en français, mais ce qui permet en fait d'avoir, quand quelqu'un fait des modifications ou de l'accès à des données sensibles, une autre personne qui peut laisser passer cet accès et également regarder ce qui se passe à ce moment-là. Et enfin, le produit est certifié RSA. L'intérêt, en fait, c'est de pouvoir définir des règles très fines, c'est-à-dire des règles très simples comme très complexes selon les besoins que l'on a de protéger telle ou telle partie de l'accès à la partition, à la machine, puis ensuite aux données à l'intérieur. Donc, on peut avoir en fait des règles que l'on définit selon que l'utilisateur soit enregistré dans le produit ou pas, c'est-à-dire qu'on peut très bien déterminer que un certain nombre d'utilisateurs qui ont déjà des droits très très limités n'ont pas besoin d'authentification multifacteur, qu'on va plutôt réserver aux profils qui eux, ont des droits déjà élevés.
Ça peut être, le critère, c'est qu'on est un membre d'un profil de groupe spécifique, on a des droits spéciaux, donc comme je venais de le dire, on se connecte sur une certaine device ou à un certain sous-système ou IASP depuis une certaine adresse IP et enfin sur une certaine plage horaire. Autrement dit, pendant la journée, par exemple, ne pas mettre en œuvre ce processus, mais de mettre en œuvre la nuit et le week-end parce que les accès à ce moment-là sont vraiment spécifiques et plutôt rares. Ensuite, on peut l'invoquer donc à la demande, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est parce que c'est tel programme qui appelle le fichier, alors à ce moment-là, on doit invoquer l'authentification multifacteur avant de laisser l'accès. On livre également des règles prédéfinies qui permettent d'avoir déjà, juste en sortant de l'installation, un certain nombre de règles simples déjà mises en place pour pouvoir démarrer le projet. On prend donc en charge plusieurs méthodes d'authentification. On livre un authentificateur intégré. Donc à ce moment-là, le token, en fait, le passcode est transmis par email ou au travers d'un pop-up qui s'affiche sur le poste de l'utilisateur. L'avantage, en fait, c'est que ça n'impose pas, dans ce cas, de s'équiper d'un authentificateur externe. On peut donc, si on n'a pas déjà l'authentification multifacteur pour d'autres serveurs de l'entreprise, avoir tout dans le produit. Ensuite, on a l'authentification Radius, donc un client Radius natif IBMI. Quand l'entreprise a déjà un serveur Radius ou une solution Radius, ça va fonctionner également. Donc, ça peut être par exemple l'authentificateur Duo ou Microsoft Azure. Enfin, je l'ai évoqué, le produit certifié RSA Secure ID, qui permet en fait de gérer ça sur la machine on-premise, dans le cloud, d'avoir des tokens ou matériels et un certain nombre d'options autour du RSA. Ensuite, on propose donc des options flexibles pour l'utiliser. Donc, intégrer l'authentification multifacteur, une étape dans les sign-on. Donc ça, c'est la capture d'écran que vous avez juste à côté. On a donc le login, le mot de passe, le passcode qu'on doit rentrer ensemble. On peut faire de l'authentification en 2 étapes à ce niveau-là et ou, sur demande, de l'invoquer en fait une fois qu'on est connecté, soit manuellement, soit au travers d'un programme. On offre la réactivation et la modification du mot de passe en libre service. Donc l'intérêt, en fait, c'est, pour rappeler ce que j'ai expliqué au début, d'éviter en fait les coûts de gestion liés aux personnes qui éventuellement arriveraient à désactiver leur profil parce qu'elles ont rentré des mauvaises informations trop de fois ou avoir besoin de changer leur mot de passe. Donc ça permet aux utilisateurs de faire ces 2 opérations eux-mêmes. Pour que ça fonctionne, les utilisateurs vont répondre à des questions de sécurité qui sont préconfigurées et ou recevoir un token à nouveau via pop-up, email ou RSA Secure ID. Une fois qu'ils ont font de jetons, ils peuvent effectuer leur changement. Ensuite, un mot donc, sur le principe des 4 yeux. L'idée, en fait, là, c'est de s'intéresser aux opérations une fois que l'utilisateur est logué, tout ce qui peut avoir un impact significatif sur le serveur. Ça peut être l'accès à des fichiers sensibles et ou la modification de ces données. Donc, l'idée, par exemple, si un utilisateur démarre un STR SQL pour faire un select sur un fichier, pour lire simplement le contenu d'un fichier, mais qu'il s'agit d'un fichier sensible, au moment où le STR SQL va être entré, il va y avoir un écran qui va demander à l'utilisateur en cours de saisir à nouveau son token, mais également un deuxième utilisateur, un administrateur, à son tour, lui va recevoir aussi un token qu'il va falloir saisir sur le même écran. C'est ça qui va valider l'accès à SQL. Et en même temps, l'administrateur reçoit l'information de qui est l'utilisateur et quel est le job en fait qui est en train de faire ce SQL, ce qui lui permet, avant d'entrer son token sur l'écran, d'être sûr que l'utilisateur a bien légitimité à faire cette action. Enfin, en forme de résumé, donc action multifacteur authentification permet d'ajouter une couche d'authentification en plus des mots de passe classiques. Ça permet de répondre aux exigences, aux recommandations en matière d'audit et de réglementation, de la norme PCI et d'autres. Ça réduit le risque d'accès non autorisé au système, aux applications, aux données. Ça réduit bien sûr le risque de piratage, donc de vol de données avec tous les coûts et les conséquences que l'on peut imaginer. Et enfin, ça reste très souple puisqu'on va invoquer cette
cette authentification multifacteur que sur les règles que l'on aura définies, donc pour les utilisateurs nécessaires, pour les situations nécessaires. Pour terminer ma partie, avant de repasser la parole à Myriam, 2 exemples de cas clients. Donc, une société mondiale de services financiers aux États-Unis, en fait, est notamment soumise à des réglementations telles que PCI-DSS et la réglementation sur les données de l'État de New York. Donc, ils ont eu besoin, en fait, de mettre une authentification multifacteur en place pour l'IBNI, pour, 1, les utilisateurs qui se connectent à distance, et 2, ceux qui ont des droits élevés. Au départ, ils étaient déjà équipés en fait de tokens RSA, donc il fallait une solution en plus IBNI qui soit compatible RSA, ce qui a permis le choix en fait d'assurer multifacteur authentification afin d'obtenir la sécurité dont ils avaient besoin et la mise en conformité aux réglementations auxquelles ils sont soumis. Autre exemple sur la même en fait réglementation, donc cette fois-ci c'est une compagnie d'assurance vie. Après en fait un audit de conformité, il est apparu que il manquait cette authentification multifacteur sur l'IBNI qui pourtant est exigée par la réglementation, donc il y a un délai pour la mettre en place. De la même façon, il y avait déjà des tokens RSA en place dans l'entreprise pour d'autres plateformes, donc naturellement, en fait, le choix s'est porté vers Assurance Multifacteur Authentification, et ça a permis en fait d'avoir un mélange de RSA pour les utilisateurs à distance et token à usage unique par email pour les autres. Et avec ça, je repasse la parole à Myriam. Souvent, en fait, notamment dans le cadre des projets d'externalisation, on a un audit un peu plus global des systèmes avec qui intègre des notions. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, Myriam. Ah d'accord, parce que j'ai cru que vous me relanciez. Voilà, donc des prestations d'audit. Ensuite, on accompagne nos clients dans la réalisation de POC sur différentes solutions qui sont au catalogue Precisely, hein, avec ce SingSort. On fait également des accompagnements en mode projet dans le temps pour la mise en œuvre des solutions qui prennent parfois un petit peu de temps. On a dit en début de présentation que l'on avait, dans le cadre des audits, parfois quelques surprises sur les niveaux de sécurité qui étaient en place. C'est une chose que de les constater, c'en est une autre de modifier les niveaux de sécurité sur un système, parce que ça peut avoir des impacts, bien entendu, sur le mode de fonctionnement, les applicatifs. Donc, ça passe par des projets qui nécessitent des tests de non-régression, notamment. Donc, on accompagne nos clients sur ce type de projet. On intègre aussi tous ces services, notamment la partie MFA dans nos services managés. Donc, on va sortir dans quelques semaines un nouveau catalogue de services, nos offres d'infogérance, où seront intégrées des options liées aux solutions de sécurité qu'on a choisies dans le catalogue Precisely. Et puis, je le disais, un accompagnement dans la durée parce que la sécurité, elle évolue dans le temps, les besoins évoluent dans le temps. Et puis, souvent, on est sollicité au moment d'audit annuel chez nos clients pour les aider à, là aussi, faire évoluer les reportings qu'ils peuvent donner à leur cabinet d'audit dans le cadre de l'audit plus global au niveau du SI. Voilà. Merci. La présentation est terminée. Avez-vous des questions? Vous pouvez poser vos questions soit directement en parlant, en fait, soit dans la fenêtre de chat.